Donc, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc, bienvenue dans ce webinaire de l'assurance maladie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc, je me présente, je suis Elisabeth Poutz, je travaille au service des relations avec les entreprises au sein de la Caisse primaire de Pau. Donc, avant de commencer, d'un point de vue technique, je vous demanderai de bien vouloir couper vos caméras et vos micros de façon à ce que tout le monde ait une meilleure connexion. Vous pourrez poser vos questions via l'onglet discussion tout au long de la présentation. J'y répondrai à la fin de cette présentation, mais vous pouvez également prendre la parole à la fin si vous avez des questions, si c'est plus facile pour vous de les poser oralement que par écrit. Voilà, le diaporama que je vais vous présenter vous sera envoyé dans le courant de la journée, avec quelques autres fichiers qui vous seront utiles. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions techniques. Donc, le sujet du webinaire de ce jour, c'est la qualité des données dématérialisées et nous allons revoir également quelques points sur le congé paternité. Donc, la qualité des données dématérialisées, en fait, vous êtes amenés à nous envoyer de plus en plus, enfin, les échanges avec l'assurance maladie sont de plus en plus dématérialisés et nous avons repéré certaines anomalies qui sont assez récurrentes. Et donc, nous avons souhaité refaire un point avec vous sur ces anomalies qui sont récurrentes, de façon, bien entendu, à améliorer vos saisies, le but étant d'améliorer surtout les délais de traitement et les délais de paiement pour vous. Voilà, donc au sommaire, pour les données, la qualité des données dématérialisées, donc nous verrons les problèmes récurrents sur les données de l'attestation de salaire en premier lieu, et ensuite sur la déclaration d'accident de travail. Mais là, c'est juste quelques petits points, c'est bien moindre par rapport aux points que nous pouvons relever sur les attestations de salaire. Donc, voyons tout d'abord les données sur lesquelles il convient de faire attention sur les attestations de salaire. Alors, on revient, on en parle régulièrement, mais bon, il est bon toujours de les répéter. Il y a beaucoup d'erreurs sur la date du dernier jour de travail. Donc, la règle générale concernant la date de dernier jour de travail, c'est celle-ci. Si votre salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, vous mettez la veille. Soit il a travaillé le jour de l'arrêt, c'est-à-dire qu'il est venu travailler, même s'il n'est venu travailler que quelques heures et qu'il va chez son médecin après, la prescription d'arrêt de travail va débuter ce jour-là. Ce sera ce jour-là qu'il faudra noter comme date de dernier jour de travail. Et s'il n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, vous devez noter la veille, quel que soit le jour, que ce soit un jour de congé, que ce soit un dimanche, un jour férié, un jour habituellement non travaillé, peu importe, vous devez noter la veille. Voilà. Et il faut savoir donc, comme je vous disais, toute journée de travail commencée n'est pas indemnisable par la CPAM, elle est due par l'employeur. Donc même si votre salarié n'a travaillé que quelques heures, cette journée-là, c'est vous qui lui devez. Ensuite, la subrogation. La subrogation, donc on le répète toujours, il ne faut surtout pas limiter la période de subrogation aux dates de l'arrêt. Vous devez noter sur l'attestation de salaire, vous devez noter la période maximale prévue par votre convention collective, ou du moins la période maximale pendant laquelle vous souhaitez subroger les indemnités journalières. Parce qu'il faut savoir qu'au lendemain de ce qui était noté sur l'attestation de salaire initiale, le règlement se fera automatiquement aux salariés et nous ne reviendrons pas sur le paiement si notre paiement est conforme à ce qui était noté sur l'attestation de salaire. Donc, ça sera à vous de vous arranger à votre salarié si les indemnités journalières lui ont été versées. Il n'y a aucun danger à ce que vous notiez 3 ans de subrogation, même si l'arrêt n'est que d'une semaine. Nous ne réglerons pas de toute façon des indemnités journalières au-delà de ce qui est prescrit par le médecin. Donc, nous faisons un peu le parallèle, nous allons faire au cours de cette présentation un peu le parallèle entre ce que vous devez faire ou ce qui se fait en DSN et ce que vous devez faire si vous faites la saisie sur Net Entreprise. Bon, il faut bien entendu privilégier la saisie en DSN, mais il y a encore, par exemple, les collectivités ne peuvent pas faire d'événements en DSN pour leurs agents titulaires. Ils ne peuvent faire des événements en DSN que pour les contractuels. Donc, c'est pour ça qu'on fait toujours le parallèle avec la saisie de l'attestation de salaire sur Net Entreprise. Donc, en DSN, pour la subrogation, par exemple, vous n'avez que la date de début et fin de subrogation à saisir.
Il faut par contre bien vérifier que les coordonnées bancaires qui sont enregistrées dans votre logiciel de paie soient correctes, parce que ces données vont se retranscrire sur l'attestation de salaire, donc il faut bien penser à les vérifier, bien vous assurer que les coordonnées enregistrées dans votre logiciel de paie sont bien les coordonnées du compte sur lequel vous souhaitez que les indemnités journalières soient versées. Excusez-moi, je vois que j'ai quelqu'un a un petit souci de son. Tout le monde, vous m'entendez quand même? Bonjour, je m'entends. Ah oui, non, le problème est résolu, excusez-moi. Je n'avais pas lu tout le message en entier. Donc, si tout le monde m'entend, je continue. Donc, sur Net Entreprise, maintenant, vous devez, si vous subrogez, vous vous êtes rendu compte que vous devez saisir les coordonnées de l'IBAN à chaque attestation. Donc, il faut vraiment être vigilant lorsque vous saisissez ces coordonnées, voilà, de ne pas faire d'erreur et surtout d'utiliser toujours le même RIB. Bon, bien entendu, si vous changez de RIB, vous êtes obligé de le changer, ça, il n'y a pas de souci. Mais le fait d'avoir à saisir obligatoirement l'IBAN à chaque saisie, on a quelquefois quelques discordances entre ce qu'on reçoit en DSN et entre ce qu'on reçoit sur les attestations de salaire faites sur Net Entreprise pour un même employeur. Et donc, ça amène des changements de RIB fréquents et ça, bon, ça peut créer des soucis pour vous derrière pour vous y retrouver. Donc, voilà, veillez à utiliser toujours le même RIB, sauf bien entendu, comme je vous l'ai dit, si vous changiez de compte. Donc, le salaire établi. Le salaire établi, voilà, il ne faut pas oublier de le mettre sur les attestations de salaire. Si vous le faites en DSN, bien entendu, ça va se faire tout seul. Si vous le faites sur Net Entreprise, c'est à vous de le mettre et il ne faut pas oublier de rétablir le salaire. Lorsque vos salariés lorsque votre salarié, un de vos salariés est en arrêt de travail, les indemnités journalières vont être réglées, enfin dans le cas standard, dans le cas le plus fréquent. Vous devez saisir donc les salaires des 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail, puisque les indemnités journalières vont être calculées sur ces 3 mois de salaire. Donc, il se peut que durant cette période de référence, il se peut que votre salarié était absent pour un motif que vous avez autorisé. Donc, dans ce cas, vous devez rétablir le salaire à hauteur de ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé un mois complet, et ce, bien entendu, en fonction de son contrat de travail. Voilà. Donc, en DSN, vous n'avez pas de saisie à faire à proprement parler lorsque vous faites l'événement arrêt de travail. Le salaire établi se reporte automatiquement. Mais il est quand même de la responsabilité de l'employeur puisque c'est vous qui le paramétrez, peut-être avec l'aide de votre éditeur, sur le logiciel de paie. Et il remonte comme ça donc sur les attestations de salaire. Donc, il faut bien veiller à ce qu'il soit correctement paramétré dans votre logiciel. Par contre, sur Net Entreprise, c'est à vous de le saisir. Donc, ça se fait en 2 étapes. Lorsque vous faites l'attestation de salaire, vous avez une première page de salaire sur laquelle vous allez mettre le brut réellement perçu par votre salarié, le brut soumis à cotisation. Et ensuite, sur la page suivante, s'il y a lieu, donc s'il y a eu des absences justifiées et rémunérées, vous indiquerez le motif de l'absence, les heures que votre salarié a réellement effectuées, les heures prévues à son contrat, et vous indiquerez le salaire établi, c'est-à-dire le salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé un mois complet. Voilà, en fonction de son contrat de travail, bien entendu, j'insiste. Si votre salarié a un contrat à temps partiel, vous devez rétablir le salaire à hauteur de son contrat, de sa rémunération à temps partiel. Donc ici, vous avez un exemple d'attestation de salaire telle qu'elle arrive une fois que pour une saisie Net Entreprise, une fois que le salaire a été rétabli. Donc ici, dans cette colonne, nous avons le salaire brut réellement perçu. Ici, nous avons le motif de l'absence. Là, les heures réellement effectuées par votre salarié, les heures prévues à son contrat de travail et le salaire établi, donc qu'il aurait dû percevoir pour un contrat, s'il avait travaillé normalement. Il faut surtout penser à paramétrer le bon motif d'absence. Et il en est de même en DSN. Voilà. Soyez vigilants sur le paramétrage des motifs d'absence parce que ça peut avoir une incidence sur le calcul de l'indemnité journalière ou ça peut avoir une incidence sur le droit à percevoir des indemnités journalières. Admettons, si un code d'absence autorisé ou une nouvelle embauche, ce n'est pas la même chose derrière pour le calcul de l'indemnité journalière.
tout comme une absence autorisée ou une maladie ou chômage partiel, par exemple, ça n'a pas la même incidence pour l'ouverture des droits pour pouvoir bénéficier des prestations en espèces. Si votre salarié, lorsque vous avez indiqué le nombre d'heures qu'a effectué votre salarié dans les 3 mois qui précèdent l'arrêt, s'il est inférieur à 150 heures, normalement, il n'a pas droit aux indemnités journalières. Si nous voyons ici une absence autorisée, bon, ça n'a aucune indication pour nous, on ne va pas pouvoir rétablir quoi que ce soit. Par contre, s'il y a de la maladie, on va savoir que les heures de la maladie, on peut rétablir des heures, on peut assimiler ces heures à des heures de travail. Du coup, ça donnera le droit à votre salarié à pouvoir prétendre aux prestations en espèces, à pouvoir bénéficier d'indemnités journalières. Donc, il est important de paramétrer le bon motif d'absence. Ensuite, en cas de nouvelle embauche, justement, donc si votre salarié a eu d'autres contrats durant la période de référence chez d'autres employeurs, on prendra en compte les salaires réellement perçus pendant la période de référence. Et on ne prendra en compte le salaire établi que pour le mois de l'embauche. Ça a été modifié. Avant, vous deviez, en cas de nouvelle embauche, on vous demandait d'indiquer le salaire établi pour les 3 mois de la période de référence. À présent, vous ne devez indiquer que le salaire établi que pour le mois de l'embauche. Et les autres mois, vous devez indiquer un salaire à 0. Et c'est nous ensuite qui demandons au salarié s'il a eu d'autres salaires, d'autres employeurs durant la période de référence. Et l'indemnité journalière sera calculée donc sur les salaires qu'il aura éventuellement perçus chez un autre employeur. Et on ne tiendra compte du salaire établi que pour le mois de l'embauche. Du salaire établi du nouvel employeur, on n'en tiendra compte que pour le mois de l'embauche. Donc, il faut savoir que si vous demandez la subrogation, sachez que vous ne percevrez comme indemnité journalière que la valeur de l'indemnité journalière calculée sur la part des salaires que le salarié aura perçu chez vous. L'indemnité journalière qui sera calculée sur des salaires autres que de votre entreprise, que le salarié aura perçu chez un autre employeur, cette part-là, elle sera versée à l'assuré. Voilà, même si vous avez demandé la subrogation. Donc, si ensuite vous devez rétablir quelque chose, enfin régulariser quelque chose, ce sera à vous de demander le décompte du versement des indemnités journalières à votre salarié qu'il pourra récupérer sur son compte Amélie. Voilà. Mais vous ne pourrez percevoir que la part de l'IJ calculée sur les salaires de votre entreprise. Voyons à présent les attestations de salaire au risque accident de travail, maladie professionnelle. Donc, sur ces attestations-là, il faut faire attention à la date du dernier jour de travail. Si l'accident de travail est suivi immédiatement d'un arrêt de travail, la date du dernier jour de travail, c'est forcément le jour de l'accident. Même si votre salarié si c'est un accident de trajet, par exemple, il a eu un accident en arrivant au travail le matin, donc il n'est pas arrivé jusqu'à l'entreprise, peu importe, c'est ce jour-là qui est la date que vous devez indiquer comme date de dernier jour de travail. Cette journée est due par l'employeur et non par la CPAM. Ensuite, si par exemple votre salarié a eu un accident de travail et puis bon, il se sent bien, il continue son travail, mais par contre 8 jours après ça ne va pas, il s'arrête. Dans ce cas-là, la date de dernier jour de travail suit la règle générale. On applique la règle générale. Donc, toujours pareil, soit il a travaillé le jour de l'arrêt, c'est ce jour-là qui est la date de dernier jour de travail, sinon vous indiquez la veille. Dans le cadre A, ici, dans la référence, bon, ça c'est en cas de saisie sur notre entreprise, sinon pour une saisie en DSN, vous n'avez pas à réfléchir à ça. Vous devez indiquer le salaire brut soumis à cotisation, donc du mois qui précède l'accident de travail ou la maladie professionnelle, hein, puisque c'est la même chose pour la maladie professionnelle. Et ensuite, il faut absolument indiquer ici, il y a beaucoup d'erreurs sur le taux forfaitaire de 21% de cotisation. Vous devez impérativement, c'est un forfait que vous devez indiquer, qui correspond à 21% du salaire brut que vous aurez inscrit, du salaire brut soumis à cotisation. Voilà. Sauf peut-être sauf c'est sûr pour les apprentis, où, bon, bien généralement, on leur demande on leur demande leur bulletin de salaire par précaution. Mais sinon, pour les apprentis, il faut indiquer, étant donné que les cotisations sont minorées, vous devez indiquer le montant des cotisations salariales qui ont été déduites de son salaire.
Ensuite, les primes. Donc, dans ce cadre ici, dans le cadre B, vous devez indiquer les primes qu'a perçues votre salarié. Alors, les primes mensuelles soumises à cotisation, ces primes-là, elles sont prises en considération intégralement dans le salaire de référence. Donc, il faudra les indiquer dans le salaire A. C'est le cas souvent des primes d'assiduité, primes de productivité, primes de vacances. Par contre, les primes autres que mensuelles, donc toujours soumises à cotisation, bien entendu, celles-là, vous devez les indiquer oui, dans le cadre B. Elles se reportent à la période égale donc à leur périodicité et nous, on les ajoute au prorata de cette durée au salaire de référence si celui-ci, bien entendu, est situé dans la période de report de la prime. Dans le cadre C, la perte de salaire, vous devez indiquer une éventuelle perte de salaire et vous devez indiquer, bien entendu, le motif. Et il est toujours, comme pour la maladie, il faut indiquer être le plus précis possible sur le motif de l'éventuelle perte de salaire et indiquer le montant donc, du salaire brut perdu. Et vous devez aussi reporter le taux forfaitaire de 21% du salaire brut perdu, et j'insiste bien sur le taux de 21%. Donc, comment ça se passe entre DSN et Net Entreprise? En DSN, donc, vous n'avez pas de salaire à saisir. Ils sont récupérés, ces salaires, automatiquement dans les DSN mensuels. Par contre, il faut être vigilant sur la façon dont vous avez enregistré les primes dans votre logiciel de paie et les périodes de rattachement, puisque de la façon dont c'est enregistré dans votre logiciel de paie, de là, ça se retranscrira correctement ou pas sur les attestations de salaire. Donc, pour que ça se retranscrive correctement, il faut que ce soit correctement saisi dans votre logiciel de paie. Et il faut savoir aussi que depuis le début de l'année, lorsque vous faites un signalement au risque accident de travail, maladie professionnelle, cela génère 2 attestations de salaire. Une au risque maladie et une au risque accident de travail, maladie professionnelle. Cela nous permet de pouvoir régler les indemnités journalières au risque à minima, au risque maladie, en attendant l'instruction du dossier d'accident de travail, c'est-à-dire en attendant de savoir si le caractère professionnel va être reconnu ou pas pour cet accident. Voilà. Ça permet que le salarié soit réglé et n'ait pas à attendre le délai de traitement, le délai d'instruction pour être réglé. Sur Net Entreprise, la saisie se fait donc en 2 étapes. Vous devez saisir d'abord, toujours pareil, à la première page concernant les salaires. La première étape concernant les salaires, vous saisissez le salaire brut réellement perçu et ce fameux taux forfaitaire de 21% des cotisations. Et à la seconde page, vous devez ensuite déclarer la perte de salaire, puis les éventuelles primes, leur périodicité et le taux forfaitaire toujours de 21% de cotisation. Si vous réalisez une saisie sur Net Entreprise, il est préférable de saisir une deuxième attestation de salaire au risque maladie, de façon à ce qu'on puisse régler les indemnités journalières au risque maladie, donc en attendant l'instruction du dossier d'accident de travail. Donc voilà, en DSN, l'avantage, c'est que cette seconde attestation se génère automatiquement. Si vous faites la saisie sur Net Entreprise, c'est à vous de faire les deux. Voyons à présent le cas d'arrêt successif avec un risque différent. Il se peut que votre salarié donc, cumule une succession d'arrêts de travail sans qu'il y ait de reprise de travail entre chaque période d'arrêt et les périodes d'arrêt ayant un risque différent. Le cas le plus fréquent, c'est l'arrêt maladie suivi d'un congé maternité ou suivi de congé pathologique qui s'indemnise au risque maternité. Donc, dans ce cas-là, il faut être bien vigilant de noter toujours la même date de dernier jour de travail pour chaque attestation de salaire. Donc, vous devez faire, à chaque changement de risque, vous devez refaire un événement arrêt de travail ou établir une attestation de salaire. Mais si votre salarié n'a pas repris entre les 2 périodes d'arrêt, la date de dernier jour de travail, surtout, elle ne change pas. Ici, nous avons un premier exemple avec un arrêt maladie suivi du congé maternité. Vous allez réaliser un événement arrêt de travail pour l'arrêt maladie. Vous ferez ensuite une attestation, un événement arrêt de travail pour le congé maternité. Il faudra faire attention que sur les 2 événements, sur les 2 attestations de salaire produites, il y ait la même date de dernier jour de travail, puisque votre salarié n'aura pas repris entre les 2 périodes.
Un deuxième exemple, nous avons un arrêt maladie suivi du congé pathologique qui s'indemnise au titre de la maternité. Nous avons de nouveau un arrêt maladie et nous avons ensuite le congé maternité. À chaque changement de risque, ici aussi, vous devrez réaliser un nouvel événement ou une nouvelle attestation. Et pour ces 4 périodes d'arrêt successives, la date du dernier jour de travail, elle ne changera pas. Dans cet exemple, c'est le 14 mai, ça sera le 14 mai pour les 4 attestations de salaire, étant donné que votre salarié n'aura pas repris entre chaque période d'arrêt. Voilà pour le changement de risque. Voyons à présent la date de reprise. Donc, lorsque votre salarié reprend son travail, vous devez alimenter la date de reprise réelle dans votre logiciel de paie afin de clôturer la période d'arrêt et pour que cela remonte dans les DSN mensuels. Vous ne devez pas nous le signaler, hein, ça ne doit pas faire l'objet d'un signalement si c'est une reprise normale à l'issue de l'arrêt prescrit initialement. Mais par contre, il faut l'alimenter dans votre logiciel de paie afin que ça clôture la période d'arrêt. Sinon, nous recevrons, nous, automatiquement vers le 5e mois, cette fameuse attestation de droit pour les arrêts de plus de 6 mois qu'on vous demandait avant pour vos salariés. Pour pouvoir bénéficier d'un arrêt au-delà de 6 mois, il y a une nouvelle condition d'ouverture de droit. On vous demande d'indiquer les heures que votre salarié a fait durant les 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail. Autrefois, cette attestation de salaire, c'était à vous de l'établir. À présent, normalement, avec le système DSN, si tout est bien paramétré, elle se génère automatiquement, sans action de votre part et sans que vous en rendiez compte. Donc, ceci dit, avec certains logiciels de paie, il y en a certains peut-être où ce n'est pas géré de la même façon, mais dans beaucoup de logiciels de paie, si la date de reprise n'est pas saisie, l'arrêt est considéré dans les DSN mensuels comme étant toujours en cours. Donc, de ce fait, nous recevons cette attestation de salaire pour arrêt de plus de 6 mois, alors que votre salarié a repris depuis bien longtemps. Voilà. Donc, vérifiez votre logiciel de paie de clôturer les périodes d'arrêt. La date de reprise, par contre, vous devez nous la signaler si votre salarié a repris son travail de façon anticipée. C'est-à-dire s'il reprend le travail avant la fin de l'arrêt prescrit par son médecin. Dans ce cas-là, vous devez nous le signaler immédiatement afin que l'on stoppe le paiement des indemnités journalières. Donc, si c'est en DSN, vous réalisez un signalement d'arrêt de reprise anticipée. Si vous devez passer par Net Entreprise, vous devez saisir l'attestation en choisissant le motif « Déclaration de reprise anticipée du travail » exclusivement. Voilà. Et vous nous indiquez ainsi la date de reprise la date à laquelle votre salarié a repris. Le numéro ciré. Il y a des employeurs qui utilisent un numéro ciré centralisateur. C'est en fait des employeurs qui ont plusieurs établissements, mais qui choisissent d'utiliser un numéro ciré centralisateur. Ce sera le numéro de l'établissement principal, bien souvent. C'est cet établissement-là qui centralisera tous les paiements des indemnités journalières. Dans ce cas-là, si vous utilisez un numéro ciré centralisateur, donc notamment pour tous les événements DSN, pensez surtout, si vous avez à déclarer sur Net Entreprise, à utiliser le même numéro ciré. Voilà. Il y a bien souvent les employeurs qui utilisent ce numéro ciré centralisateur. Lorsqu'ils déclarent ensuite, s'ils sont amenés à déclarer, à faire une attestation de salaire pour un même salarié sur Net Entreprise, ils nous indiquent qu'ils utilisent le numéro ciré réel d'appartenance du salarié. Or, cela peut engendrer de gros soucis de paiement, enfin surtout des erreurs de paiement et des indus. Parce que notre système va considérer que si notre système reçoit des salaires avec des numéros cirés différents, il va considérer que le salarié a plusieurs employeurs et il va cumuler les salaires, ce qui n'est pas correct, bien entendu. On s'en rend forcément compte et cela génère des indus derrière. Donc, bon, ce n'est pas forcément très agréable de les recevoir ni de les gérer derrière pour vos comptabilités. Donc, si vous utilisez le ciré centralisateur, voilà, utilisez le même ciré si vous êtes amené à déclarer sur Net Entreprise. En cas d'erreur, si vous vous apercevez que sur les données déclarées initialement, vous avez fait une erreur, vous devez donc produire une attestation de salaire rectificative.
Donc, si vous passez par la DSN, alors vous devez réaliser un signalement d'arrêt annulaire en place qui aura le mérite de nous envoyer une attestation de salaire qui sera cochée rectificative pour nous. Alors, si vous faites une DSN annulaire en place, c'est surtout pour si vous avez une erreur sur la date de dernier jour de travail, sur le risque ou sur les dates de subrogation. S'il y a une erreur au niveau des salaires, le temps que les… Donc, c'est qu'il y a une erreur, c'est qu'il faut corriger par le biais des DSN mensuels. Ça peut être long. Donc, dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux faire une attestation de salaire rectificative sur notre entreprise, ce qui vous permettra de pouvoir régler le paiement plus rapidement, d'avoir un règlement plus rapidement. Et donc, sur notre entreprise, si vous faites attestation de salaire rectificative, il faut bien penser à l'étape 4 de cocher ici attestation rectificative pour qu'on sache, nous, que ce sont les données de cette attestation dont on doit tenir compte. Si on reçoit une même attestation, si on reçoit 2 ou 3 attestations avec une même date de dernier jour de travail, enfin pour un même arrêt de travail, disons, si aucune n'est cochée rectificative, on ne va pas forcément prendre la dernière, on ne peut pas prendre légalement, on ne peut pas prendre la dernière. Donc, on va forcément mettre le dossier va être mis en attente, il va falloir qu'on vous interroge, donc ça va retarder le paiement. Donc, pensez à cocher attestation rectificative, là on saura que ce sont vraiment ces éléments-là dont on doit tenir compte. Et pour pouvoir être informé d'une anomalie, toujours, donc je le répète, il faut penser à mettre à jour vos profils sur Net Entreprise. Donc ici, lorsque vous êtes sur Net Entreprise, vous devez cocher sur votre nom et prénom d'identification. Vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et il faut aller dans modifier vos coordonnées et vérifier que les coordonnées enregistrées sont bien correctes. Et pour la partie DSN, il faut que dans la partie contact émetteur de votre logiciel de paie, ce soit bien la personne à contacter en cas de problème qui soit enregistrée, donc ce soit bien les bons coordonnées qui soient enregistrées. Voilà, ça nous permet à nous de pouvoir vous contacter plus rapidement en cas de problème, parce que ces coordonnées se retranscrivent sur l'attestation de salaire. Voilà. Ça nous permet de pouvoir régler le paiement plus rapidement. Voilà pour la partie attestation de salaire. Voyons à présent les petites anomalies qu'il pourrait y avoir sur les déclarations d'accident de travail. Ça va être bref. Il faut penser surtout sur les déclarations d'accident de travail à préciser la latéralité des lésions, si vous le pouvez, du moins si vous le savez, c'est bon de le préciser, donc droite ou gauche. Il faut essayer de noter le plus de précision possible sur les circonstances de l'accident. Voilà, si vous arrivez à être assez précis sur la déclaration d'accident de travail, ça peut éviter des investigations derrière et donc ça peut éviter une lenteur dans l'instruction du dossier. Hein. Si c'est évident dès la déclaration, voilà, on peut statuer au bout d'un mois, alors que s'il faut des investigations, le délai sera plus long, il sera de 4 mois. de 3 mois, pardon. Et il faut mettre à jour les coordonnées de la personne à contacter. Voilà, en cas de problème, là aussi, c'est bien d'avoir les bons coordonnées sur la déclaration d'accident de travail. Voilà pour cette première partie. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Bon, je vois que sur l'onglet discussion, je n'ai pas de questions. Bon, je continue et puis vous pourrez toujours les poser à la fin de la présentation si besoin. Donc, revoyons le congé paternité. Alors, le congé paternité, donc depuis le 1er juillet 2021, vous savez que la période a été allongée. Donc, le salarié a droit à 25 jours en cas de naissance simple et 32 jours en cas de naissance multiple. Alors, quand je parle de 25 et 32 jours, ce sont le nombre de jours indemnisés par l'assurance maladie. À cela s'ajoutent les 3 jours de naissance du congé légal de l'employeur. Donc, ce congé paternité, il peut être pris en une seule fois, mais il peut être également pris en 3 périodes. Il faut savoir que la première période est obligatoire. Il y a 7 jours à prendre dès la naissance ou à partir du premier jour ouvrable qui suit. Donc, sur ces 7 jours, il y a les 3 jours du congé légal de l'employeur, suivis des 4 jours indemnisés par l'assurance maladie.
Cette période, donc, comme je vous l'ai dit, elle est obligatoire, elle doit débuter le jour de la naissance ou au premier jour ouvrable qui suit. Et ensuite, le reste, donc le salarié peut tout prendre en une seule fois, mais le reste n'est pas obligatoire, il n'est pas non plus obligé de le prendre, mais s'il le prend, il peut le prendre en 1 ou 2 périodes, sachant qu'une période doit être au minimum de 5 jours. Et il a 6 mois pour prendre l'intégralité de son congé paternité, s'il souhaite le prendre en intégralité. Voilà. Et quand on parle de 6 mois, c'est le premier jour de la dernière période qui doit être donc dans le délai de 6 mois qui suit la naissance. Alors après, il y a quelques petites... en cas d'hospitalisation de l'enfant immédiatement après la naissance, dans ce cas-là, les 6 mois sont reportés après la date de sortie de l'enfant, donc d'hospitalisation. Par contre, en cas d'hospitalisation, donc votre salarié a droit à un congé, a droit jusqu'à 30 jours pour l'hospitalisation de l'enfant, mais il faut quand même qu'il prenne d'abord la période obligatoire et ensuite le congé d'hospitalisation. Donc, reste à savoir comment vous devez, étant donné que le salarié que le salarié peut prendre son congé en plusieurs périodes, nous, on ne peut pas inventer les périodes, donc vous devez nous les signaler. Donc, voyons à présent comment ça se passe pour récupérer ces périodes. Donc, en DSN, c'est bien plus simple et plus facile puisque tout nous arrive automatiquement. Si vous faites un signalement DSN pour déclarer le congé paternité de votre salarié, vous n'avez rien à nous transmettre. Les dates, vous faites votre signalement et nous récupérons automatiquement, via le signalement, nous récupérons les dates du congé. Donc, pas d'autre démarche à faire pour attendre le règlement. Il faudra, donc bon, bien entendu, cela permet un paiement plus rapide. Il faudra quand même vérifier les comptes rendus de l'assurance maladie, bien vous assurer que la période a été réglée, bon, parce qu'il se peut, bien entendu, s'il y a un problème informatique, il se peut qu'on ne reçoive pas ces dates et qu'on vous demande, qu'on soit quand même amené à vous demander encore l'ancien tableau, hein, qu'on appelait tableau de fractionnement. Il se peut qu'on vous le demande pour avoir connaissance des dates du congé paternité. Donc, si par cas elles n'étaient pas arrivées, vraiment, il est primordial de surveiller les comptes rendus des techniciens qui vous sont envoyés par mail. Hors DSN, donc, si vous devez établir l'attestation de salaire sur Net Entreprise, uniquement en cas d'impossibilité en DSN, ça se passe en plusieurs temps, puisque là, c'est à vous de nous déclarer les dates du congé paternité. Et donc, pour cela, vous devez utiliser un nouveau téléservice qui s'appelle Dépôt-Fi, qui est accessible via Net Entreprise et sur lequel vous allez devoir nous déposer un fichier. Donc, Dépôt-Fi, ici, vous avez l'image de votre connexion quand vous arrivez sur le portail Net Entreprise. Et dans le pavé « Vos services complémentaires à autres services », vous avez Dépôt-Fi, ici, date de congé paternité, accueil de l'enfant. Donc, pour nous déclarer les dates, vous devez compléter un fichier Excel qui, d'une façon très précise, qui est déjà normé, que je vous enverrai avec mon diaporama dans le courant de la journée. Et donc, vous devez compléter ce fichier Excel, l'enregistrer en .csv. Je vous enverrai également la notice qui va avec. En .csv, il est impératif de bien respecter toutes ces règles pour le compléter. Et ensuite, il faudra donc le déposer ici à Dépôt-Fi. Voilà. Et ceci, il faut le faire à chaque période, bien entendu, que prendra votre salarié. S'il prend son congé paternité en plusieurs périodes, il faudra déposer autant de fichiers dans Dépôt-Fi que votre salarié prendra de périodes. Et il faudra faire une attestation, bien entendu, pour chaque période. Et il faudra surtout, comme je vous le disais, bien regarder les comptes rendus métiers de l'assurance maladie au cas où, si jamais le fichier Excel n'avait pas été, si vous n'aviez pas respecté le bon format, il se peut que le fichier Excel ne nous parvienne pas. Donc, dans ce cas-là, on sera amené à vous demander l'ancien tableau avec les périodes, voilà, comme autrefois, et ça, vous devrez le déposer sur le compte entreprise. Donc, le compte entreprise, qui est le dernier téléservice mis en place par l'assurance maladie.
Donc, le compte entreprise, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une nouvelle habilitation que vous pouvez ajouter sur Net Entreprise qui vous permet de nous adresser toutes les pièces justificatives liées aux arrêts de travail de vos salariés. Donc, si vous ne le connaissez pas, si vous n'hésitez pas, à la fin de ce diaporama, vous avez nos contacts, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'explications ou pour qu'on vous explique comment faire pour vous ajouter l'habilitation. Donc, reste à présent la question de l'extrait d'acte de naissance qu'il faut toujours nous faire parvenir pour le congé paternité. Donc, soit les parents nous l'ont adressé, soit vous, en tant qu'employeur, bon, il est préférable que vous nous l'adressiez pour être sûr que, voilà, que le congé paternité soit réglé. Et donc, dans ce cas-là, vous devez le transmettre via DPOJ. Alors, DPOJ, en fait, c'est le compte entreprise, ce fameux compte entreprise dont je viens de vous parler, donc accessible sur Net Entreprise. Voilà. Donc je vois que j'avais une question sur l'extrait d'acte de naissance, donc je viens de vous le dire, voilà comment vous devez le déposer. Pour plus d'informations, je vous enverrai également avec le diaporama une fiche synthèse sur le congé paternité, mais vous avez également plein d'informations accessibles sur l'espace Amélie, sur la partie entreprise. J'en ai fini avec ma présentation. Donc ici, toujours pareil, nous vous rappelons le 3679, donc, qui est la plateforme employeur à privilégier pour toutes vos réclamations concernant le paiement des dossiers ou l'avancée d'un dossier de vos salariés. Nous vous mettons ici les adresses DépôDoc pour si vous préférez déposer une réclamation de façon écrite, il faut le faire via ces liens-là, DépôDoc. Pour tous vos justificatifs concernant le règlement des indemnités journalières, il faut aller donc sur le compte entreprise, sur Net Entreprise. Et ensuite, ici, nous vous rappelons les contacts locaux. Donc, ma collègue Joëlle Colombani pour la caisse primaire de Bayonne, pour tous les employeurs qui relèvent de la caisse primaire de Bayonne, et Géraldine Etchessar ou moi-même pour la caisse primaire de Pau. Et toujours les sites utiles, Net Entreprise ou Amélie, sur lesquels vous pouvez trouver pas mal d'informations, voilà, concernant la législation et toute la réglementation. Et pour finir, je vous propose notre prochain webinaire qui sera donc co-animé avec l'URSSAF. Voilà, il y aura une intervention de notre collègue de l'URSSAF. Donc, ça sera le 9 mai animé par la CPM de Bayonne et le 11 mai animé par la CPM de Pau. Voilà, nous reviendrons vers vous prochainement pour vous adresser donc, les liens de connexion et les codes de connexion. Donc, je regarde si vous avez des questions. Alors, donc pour l'acte de naissance, donc je pense y avoir répondu. Pour l'attestation de salaire, quel est le dernier jour à mentionner? Alors oui, pour les congés paternité, surtout. La date de dernier jour de travail à indiquer, est celle-ci. Donc, pour les 4 premiers jours, pardon, excusez-moi, pour les 4 premiers jours obligatoires qui suivent le congé de naissance, la date de dernier jour de travail, c'est la date du dernier jour du congé de naissance. Admettons que votre salarié a eu un congé de naissance du 1er au 3 mars, s'ensuit les 4 jours obligatoires de l'assurance maladie à compter du 4 mars. La date de dernier jour de travail que vous devrez indiquer, ça sera le 3 mars, le dernier jour du congé de naissance de l'employeur. Et pour les périodes suivantes, s'il prend la suite de façon fractionnée, pour les périodes suivantes, ça sera la veille. Voilà. Pour les agents horaires qui n'ont pas d'heure fixe sur le contrat, comment fait-on pour rétablir le salaire? Alors, pour les agents horaires, pour ceux qui n'ont pas d'horaire fixe, donc ça veut dire qu'ils sont, si ces agents-là sont rémunérés vraiment aux heures réellement effectuées, dans ce cas-là, effectivement, ce n'est pas possible de rétablir le salaire. Voilà, donc ça c'est considéré bien souvent comme des cas d'activité discontinue. Donc, on prend les 12 mois d'activité. Mais effectivement, s'il n'y a pas un contrat de travail bien précis avec des heures bien précises, il n'est pas possible de rétablir un salaire, puisqu'on le rétablit bien toujours en fonction du contrat de travail. Pour le DJT paternité, même si ça tombe un week-end, oui, c'est pour tout, pour maladie, paternité ou accident de travail. Accident de travail à condition que l'arrêt ne suive pas le jour de l'accident.
c'est toujours la veille, même si c'est un dimanche, un samedi, un jour férié, un jour pas travaillé habituellement, vous devez indiquer la veille. Voilà. Alors, doit-on passer par la DSN événementielle pour toute déclaration? Alors, il est préférable, oui, de passer par les DSN, événementielles pour les déclarations. Les données sont réputées être plus fiables, puisque les salaires sont récupérés sont issus de la paye, en fait. Elles sont récupérées dans les DSN mensuels et issus de la paye. Donc, il est préférable de faire des événements arrêt de travail. Voilà. Mais il y a certaines fois où vous êtes obligé de déclarer sur notre entreprise. Si on vous a signalé une erreur, il se peut que les salaires ne soient pas remontés correctement. Dans ce cas-là, via un compte-rendu, on va vous dire que les salaires semblent incohérents ou pas compatibles avec la situation de votre salarié. Dans ce cas-là, vous serez obligé de déclarer sur notre entreprise. Et il y a également des cas voilà, pour les collectivités, comme je vous disais, les titulaires moins de 28 heures pour lesquels on verse, nous, caisse primaire, les indemnités journalières. Pour ces agents-là, vous ne pouvez pas déclarer encore via la DSN. Quelle est la date du dernier jour de travail pour les mi-temps thérapeutiques successifs? Non, pour finir avec ce que je viens de dire, non, on n'est pas sanctionné si on passe par notre entreprise. Non, non, parce qu'il y a des situations où vous n'avez pas le choix. Et non, non, vous ne serez pas sanctionné pour l'instant. Il n'y a pas de sanction prévue pour ceux qui pourraient déclarer en DSN, mais qui continuent sur notre entreprise. Alors, pour les mi-temps thérapeutiques. Alors, pour les mi-temps thérapeutiques, c'est une très bonne question. Tout est en train de changer. Voilà. Le mi-temps thérapeutique, la déclaration du temps partiel thérapeutique devrait, depuis le 1er janvier, passer par la DSN. Je n'en ai pas parlé parce qu'il y a quelques soucis de démarrage. Donc, pour le moment, c'est stoppé. Il est préférable de déclarer vos pertes de salaire sur notre entreprise. Mais il faut quand même vous habituer à les compléter correctement dans votre logiciel de paie, de façon parce que donc, très prochainement, il serait possible de ne plus avoir affaire à déclarer de perte de salaire sur notre entreprise. Tout devrait passer par la DSN. En fait, lorsque vous faites vos DSN mensuels, l'attestation de salaire devrait se déclencher automatiquement et nous remonter les pertes de salaire. Voilà. Jusqu'à présent, la date de dernier jour de travail pour les temps partiels thérapeutiques, vous deviez indiquer pour chaque période. Alors, soit on commence sur une période de temps partiel thérapeutique direct. Dans ce cas-là, la date de dernier jour de travail, c'est la veille. Voilà. Si votre période de temps partiel thérapeutique suit un arrêt à temps complet, vous devez indiquer la date du dernier jour de travail de l'arrêt à temps complet qui précède. Voilà. Mettons que vous avez un arrêt à temps complet du 1er au 20 mars, du 20 au avec une date de dernier jour de travail au 28 février. Du 20 mars au 31 mars, vous devez déclarer une perte de salaire, votre salarié était en temps partiel, vous devriez indiquer comme date de dernier jour de travail le 28 février. Mais tout ça est en train de changer, donc nous reviendrons vers vous prochainement pour les temps partiels thérapeutiques. On refera un webinaire dès qu'on aura plus de connaissances. À l'heure actuelle, pour l'instant, du moins à la Caisse de dépôt, nous n'avons pas reçu suffisamment d'informations pour pouvoir vous les retranscrire, vous les redonner. Alors, si la naissance de l'enfant intervient pendant un arrêt longue maladie du salarié, le report du congé de naissance n'est prévu que pour les congés payés. Quid du congé? Alors, si la naissance intervient pendant un arrêt maladie, normalement, vous devez stopper l'arrêt maladie pour que votre salarié prenne le congé de naissance légal, les 3 jours employeurs, suivi des 4 jours impératifs de l'assurance maladie. Et charge après à l'assuré de repartir chez son médecin pour faire établir une nouvelle prolongation, enfin un nouvel arrêt de travail, si son état de santé nécessite toujours un arrêt de travail. Cependant, si vous, employeur, vous tolérez à ce que le congé de naissance
Et si vous, employeur, vous tolérez à ce que le congé de naissance, donc les 3 jours légaux, pardon, soit reporté à la fin de l'arrêt maladie, dans ce cas-là, nous, on est obligé de s'en tenir au choix de l'employeur et on indemnisera les 4 jours obligatoires de l'assurance maladie après votre période, le congé légal de naissance. Voilà. Normalement, voilà, il doit stopper l'arrêt maladie. Mais si vous, employeur, vous tolérez, on le tolérera avec. Probablement que vous, employeur, et le salarié recevront un courrier vous indiquant que vous auriez dû le prendre immédiatement après la naissance, mais on indemnisera quand même l'arrêt. Pour le moment, c'est ainsi que ça se fait. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Compris pour le... Bon, pas d'autres questions, écoutez, n'hésitez pas si vous en avez. Et si vous vient d'autres questions à l'idée, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. Voilà. Alors, je vois que j'ai une autre question, pardon. Si stoppe son arrêt maladie, il repart sur une prolongation ou initiale? Non, il repart sur un initial. Voilà. Voilà, j'espère vous avoir répondu. Écoutez, merci beaucoup, merci pour votre participation. Donc, je vous enverrai, comme je vous ai dit, dans le courant de la journée, le diaporama, le fameux fichier Excel à déposer sur NetEntreprise, et si vous faites une saisie sur NetEntreprise, le mode opératoire qui va avec. Voilà, la petite fiche synthèse sur le congé paternité et un petit lien, bien entendu, sur une enquête de satisfaction. Voilà, vous serez bien aimable de bien vouloir la compléter. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochains webinaires. Au revoir.